Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle analyse. Avant de plonger tête la première dans notre sujet du jour, un tout petit rappel, laisser un j'aime, un commentaire et s'abonner à la chaîne fait toujours une énorme différence pour soutenir ce travail de synthèse. Alors un grand merci d'avance. Bon, on le sait, le quotidien d'un leader ce n'est vraiment pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Les tensions dans l'équipe, les budgets qui coincent, les partenaires un peu coriaces, tout ça fait partie du jeu. Le conflit est une réalité absolument inévitable. L'idée ici, ce n'est pas de fuir le conflit, mais plutôt de complètement déconstruire ce vieux mythe qui dit qu'une négociation, c'est forcément un gagnant d'un côté et un perdant de l'autre. À la place, on va voir comment se constituer une véritable boîte à outils ultra pratique. Au programme aujourd'hui, une feuille de route en 5 étapes super concrètes. On va d'abord regarder la réalité du conflit en face. Ensuite, on fera la distinction cruciale entre les positions et les intérêts. En 3, on découvrira les fameuses techniques de synchronisation tactique. Puis on passera à la co-construction d'une solution pour terminer avec un plan d'action directement applicable. On attaque tout de suite avec notre première partie, la réalité du conflit et surtout comment réussir à séparer l'émotion du problème. Le tout premier piège, la faille absolue quand un désaccord éclate, c'est de laisser l'ego prendre le volant. C'est là que la discussion se transforme en une véritable guerre d'usure. Au lieu de s'attaquer au vrai problème, on se met à attaquer la personne. Et ça détruit littéralement la confiance. La règle d'or des plus grands leaders, c'est d'être doux avec les gens, mais impitoyable avec le problème. Et pour faire ça, il faut absolument saisir la différence entre une position et un intérêt. C'est le jour et la nuit. La position, c'est la surface, c'est ce qui est exigé de manière bruyante et visible. L'intérêt, en revanche, c'est ce qui se cache en dessous. La vraie motivation, le besoin psychologique ou même la peur viscérale de l'autre personne. Un négociateur d'élite ne s'arrête jamais à la position. Il creuse pour trouver l'intérêt. Prenons un exemple qu'on a probablement tous déjà entendu. Je refuse de travailler sur ce projet ce week-end. Eh bien ça, c'est l'exemple parfait d'une position. C'est hyper rigide, c'est frontal et en général, ça crée un mur immédiat. Si on reste bloqué sur ce refus, c'est l'impasse totale. Mais regardons ce qui se passe quand on va chercher ce qu'il y a en dessous. L'interlocuteur pourrait dire « J'ai besoin de passer du temps avec ma famille car je me sens épuisé ». Et voilà, c'est ça le véritable intérêt. Et c'est uniquement là, dans cette zone de vulnérabilité, qu'on peut commencer à être créatif. En comprenant cette fatigue, on peut tout à fait réorganiser les plannings sans jamais avoir besoin d'aller au clash. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, les techniques de synchronisation tactique. Et pour ça, on va s'inspirer d'une méthode redoutable, celle du FBI. Là, on est en plein dans le feu de l'action quand la tension est à son comble. Pour désamorcer quelqu'un d'agressif ou de méfiant, le secret, c'est de lui faire sentir qu'il est vraiment entendu. Et les négociateurs du FBI ont une technique magique pour ça, d'une simplicité enfantine, le mirroring ou l'effet miroir. Il s'agit tout bêtement de répéter les 2 ou 3 derniers mots ou les mots les plus importants que la personne vient de dire. C'est fou, mais ça pousse l'autre à s'expliquer et à développer sa pensée sans aucune pression. Imaginons quelqu'un qui lance super frustré. La charge de travail est totalement disproportionnée. Le réflexe naturel, ce serait de se justifier. Grave erreur. Avec le mirroring, on répond juste avec un ton calme et interrogateur. Totalement disproportionné? Boum! Cette simple répétition désamorce la bombe et invite naturellement la personne à vider son sac et à expliquer le vrai problème. Le deuxième outil de notre arsenal FBI, c'est l'étiquetage émotionnel, le fameux labeling. Le principe est brillant. On donne un nom à l'émotion que l'autre est en train de vivre. En utilisant une phrase super neutre pour identifier ce que la personne ressent, on fait chuter la tension instantanément. Psychologiquement, c'est prouvé. Nommer une émotion, c'est déjà commencer à la neutraliser. En pratique, ça donne quelque chose comme « On dirait que vous vous sentez frustré par le manque de clarté de ce projet. » C'est une étiquette parfaite. Pas de jugement, juste une observation. Quand quelqu'un entend ça, il se sent enfin compris. La garde baisse et la discussion rationnelle peut enfin reprendre ses droits. Troisième grande étape de notre parcours, co-construire une solution en maîtrisant l'art des questions calibrées. Bon, à ce stade, la crise émotionnelle est passée, on respire un grand coup et les vrais intérêts sont sur la table. Il est temps de résoudre le problème, mais de le faire ensemble. Les meilleurs négociateurs ne forcent jamais une décision. Jamais. Ils utilisent des questions calibrées. Ce sont des questions ouvertes qui commencent presque toujours par « comment » ou « quoi ». L'astuce, c'est qu'elles transfèrent le poids du problème sur les épaules de l'interlocuteur. C'est à lui de trouver la solution. Le contraste est vraiment frappant. Une question qui commence par « pourquoi » c'est perçu comme une attaque. « Pourquoi tu fais ça ?» met la personne directement sur la défensive. Mais si on remplace ce « pourquoi » par un « quoi », tout change. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? On passe immédiatement du mode accusateur au mode collaboratif. On regarde le problème ensemble. Et voici la question ultime, la vraie leçon de maître face à une demande impossible. Comment puis-je accepter cela tout en respectant le budget qui nous est imposé? C'est brillant.
Ça force l'autre partie à se mettre à notre place, à regarder nos contraintes et à chercher une issue qui fonctionne pour tout le monde. Quatrième et dernière étape, un plan d'action pratique avec de vrais réflexes pour les prochaines discussions tendues. Comprendre la théorie, c'est super, mais l'appliquer, c'est ce qui compte. On peut résumer tout ça en 2 réflexes indispensables à adopter dès demain. Le premier, chercher à obtenir un « c'est vrai » au lieu d'un « tu as raison ». Et le deuxième, oser le silence stratégique. La différence entre « tu as raison » et « c'est vrai » a l'air minime, mais elle est gigantesque. Quand quelqu'un dit « tu as raison », en général, c'est juste pour qu'on le laisse tranquille. C'est une porte qui se ferme. Mais quand on obtient un « c'est vrai », là, c'est gagné. C'est le signe d'une connexion authentique. Ça veut dire que la personne se sent profondément comprise. Et pour finir, l'arme absolue, souvent la plus difficile à maîtriser, le silence stratégique. Après une belle question calibrée ou une étiquette émotionnelle, on se tait. On laisse le silence s'installer. Oui, c'est inconfortable au début, mais c'est précisément dans ce vide, pendant ces quelques secondes de flottement, que l'autre va souvent faire ses concessions les plus sincères. En résumé de cette exploration, retenons bien qu'un conflit ce n'est pas un ring de boxe. C'est l'opportunité d'utiliser l'empathie comme une arme hautement stratégique pour bâtir des accords qui tiennent la route. C'est une résolution partagée. Alors la question se pose, comment sera abordée la prochaine confrontation? Une réflexion à garder bien au chaud pour la suite. Lors de notre prochaine analyse, on bouclera ce cycle sur la performance d'équipe en parlant de l'art de la délégation. D'ici là, un dernier petit mot, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça aide énormément. À très vite pour une nouvelle synthèse.